Bon, après ces images, évidemment, mes propos vont être quelque peu abstraits et malgré tout nettement moins enthousiasmants. Mais pourtant, d'une certaine manière, les dernières images que vous venez de voir préfigurent peut-être ce que sera demain une société multi-espèces, équitable et juste, puisque c'est l'intitulé de ma présentation. Alors, ouais, voilà. Pour ça, je vais débuter, si vous le voulez bien, par un rapport du Centre d'études et de prospective du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et des Forêts, récent, de novembre 2016. Ce rapport, il ne prévoyait pas, vous le voyez, c'est un rapport qui avait une certaine ambiguïté dans la démarche. D'une part, on nous annonçait que les scénarios qui sont esquissés dans ce rapport ne sont pas des pronostics, des prévisions, ni des prédictions, et en même temps, on nous précisait à longueur de page, au moins peut-être un tiers du rapport y était consacré, qu'il y avait à la base une démarche scientifique qui expliquait, qui était censée donc donner du crédit à ces fameux scénarios. Bon, voilà. On en était là, et parmi ces scénarios, alors il y en avait un assez grand nombre, mais c'est le scénario, je crois qu'il y en avait 5, c'est le scénario numéro 4, qui présentait un intérêt pour nous, et qui s'intitulait assez curieusement « L'animal idéalisé et exfiltré ». Alors, qu'est-ce que décrit ce scénario numéro 4 ? Eh bien, d'abord, un système alimentaire tourné vers le végétal. Donc, en gros, ce serait un développement extrêmement important, à tout au moins du végétalisme, voire du véganisme. Consécutivement, sans doute, une crise de l'élevage intensif. Le rapprochement, c'est dans le scénario, du statut de l'animal de compagnie avec celui d'une personne dépendante. Une évolution similaire, mais plus tardive, pour l'animal d'élevage et l'animal sauvage. Et la conclusion, c'est que dans ce scénario, on assistait, c'était la conséquence principale, à une raréfaction des occasions d'interaction réelle avec les animaux. Les animaux de compagnie étaient perçus comme contraignants, bon, on ne sait pas d'où ça sort, mais c'est comme ça, et finalement, les enfants préféraient s'occuper d'un animal virtuel. Voilà, alors ce scénario, aussi curieux qu'il puisse paraître, eh bien, il fait écho, effectivement, à certaines conceptions défendues par plusieurs théoriciens animalistes, notamment Gary Francione, à savoir que la fin de l'exploitation animale, puisque c'est quand même cela que décrit le scénario en question, la fin de l'exploitation animale doit aboutir finalement à la disparition des animaux. D'une part, la disparition des animaux domestiques, qu'il s'agisse aussi bien d'ailleurs des animaux de compagnie que des animaux d'élevage, et puis une séparation complète avec les animaux sauvages qu'il faut laisser vivre en paix et qui par conséquent n'apparaissent plus dans notre champ de vision finalement. On ne les voit plus, d'autant plus qu'on doit les laisser vivre en paix, donc ils vivent de leur côté, nous du l'autre. Alors, ce rapport, on sait déjà que le scénario, les autres scénarios, je ne sais pas, mais le scénario numéro 4, il apparaît irréaliste, malgré toutes les précautions scientifiques qui ont été prises, puisque, je vous l'avais annoncé ce matin, mais je le reprends pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, il n'existe pas deux catégories d'animaux, les animaux sauvages et les animaux domestiques, mais 3. Bon, il y a évidemment les animaux domestiques, sur lesquels je ne reviendrai pas, dans lesquels on trouve animaux de compagnie, animaux d'élevage, animaux d'expérimentation, etc. Il y a les animaux sauvages, qui vivent donc à l'égard des humains, à l'égard de leur territoire. Et puis il y a, et c'est ce que finalement, ce que caractérise, ce que révèlent d'une certaine manière Sue Donaldson et Will Kymlicka dans Zoopolis, dont la traduction française est parue en fin d'année dernière en France, ce sont
des animaux liminaires, c'est-à-dire des animaux qui ne font pas, c'est pas une catégorie homogène, c'est une catégorie au contraire disparate, composée d'espèces non domestiques qui, d'une manière ou d'une autre, se sont adaptées aux espaces habités par les humains. Et voilà. Et ces animaux liminaires, Donaldson et Kymlicka n'en donnent pas le nombre, ils en énumèrent quand même un certain nombre, mais ils les comptent en milliards. Donc de ce point de vue-là, on le voit, étant donné que ces animaux vivent dans des territoires occupés par des humains, certains d'entre eux qui sont opportunistes profitent à leurs risques et périls. À leurs risques et périls. Profitent du développement humain, eh bien, il y a donc finalement 3 catégories d'animaux, et il est assez étonnant quand même que le rapport homme-animal, qui est sorti concomitant, pratiquement avec la publication de Zoopolis en France, eh bien, n'en ait pas tenu compte, ce qui fait que le scénario numéro 4 apparaît un petit peu hors des réalités. Alors, de ces animaux liminaires et des autres aussi, il faut tirer un certain nombre de conséquences, et c'est ce que Donaldson et Kymlicka se proposent de faire. Je rappelle donc que Hugh Donaldson, ce sont en fait 2 philosophes, Donaldson et Kymlicka. Tous les 2 enseignent au Canada, et ils sont... alors, Kymlicka, évidemment, est connu pour ses travaux sur le multiculturalisme, ça, je n'y reviendrai pas. Donaldson, elle, est connue pour ses travaux sur les droits des animaux. Voilà un petit peu comment se présentent ces auteurs. Alors, que nous disent-ils? Ils nous disent qu'à partir de ce moment-là, en fait, la séparation avec les animaux n'est pas possible. Tout simplement. Même après la fin de toute exploitation animale. Parce que, notamment, outre les animaux liminaires, un certain nombre d'animaux domestiques continueront très probablement d'exister. Et d'ailleurs, il critique un certain nombre de théoriciens animalistes en disant « mais vous prévoyez la disparition des animaux domestiques, notamment des animaux de compagnie, mais vous n'expliquez pas comment une telle disparition serait possible. » Et à partir de là, ils estiment qu'il faut bâtir une théorie des devoirs relationnels entre les animaux et les êtres humains. Cette théorie des devoirs relationnels, elle va dépendre des relations que nous entretenons avec les animaux. D'un côté, les animaux domestiques, pour eux, Donaldson et Kymlicka proposent un statut de concitoyen. Pour les animaux sauvages, ceux qui vivent à l'écart des humains, il s'agit d'un statut de souveraineté. Enfin, pour les animaux liminaires, c'est un statut à mi-chemin entre les deux, une sorte de citoyenneté, mais affaiblie, une version presque dégradée de la citoyenneté, et qu'ils appellent la résidentialité. Et c'est le premier ouvrage, donc Zoopolis, à s'intéresser à ces questions et à suggérer les concepts qui permettront de bâtir une société multi-espèces, ou plus exactement d'ailleurs des communautés interspécifiques, plusieurs qui sont, on le verra, différentes et qui peuvent cohabiter, s'interpénétrer, etc. Et jusque-là, finalement, les théoriciens animalistes s'étaient surtout intéressés aux droits des animaux, ce qui est d'ailleurs absolument fondamental, hein. Il faut bien commencer par là. C'est-à-dire définir quels sont leurs droits inviolables, ceux que l'on ne peut pas méconnaître d'une manière ou d'une autre, le droit de n'être pas torturé, le droit à la vie, etc. Alors d'ailleurs, ces théoriciens, pour la plupart des philosophes, ont dressé une liste de tels droits. Bien. Là, on n'est pas du tout dans ce champ d'application, on est sur comment vivre en paix avec les animaux, comment partager les territoires, puisque nous sommes partout, ou à peu près partout,
Et comment faire en sorte que ce partage ne se fasse pas systématiquement au détriment des animaux qui résident ou qui devraient pouvoir résider sur ces territoires. Ça nous conduit donc évidemment à voir l'un après l'autre ces trois concepts de citoyenneté animale, de souveraineté animale et de résidentialité animale avant de conclure. Alors, Donaldson et Kymlicka se rappellent d'abord ce qu'est la définition dans la théorie libérale de la citoyenneté. Pour être citoyen, normalement, on doit être apte à exprimer on doit avoir trois capacités, être apte à exprimer trois formes de communication, d'exigence, avoir un bien subjectif et le communiquer, participer à l'élaboration des lois, ne serait-ce qu'en votant, respecter des normes sociales, voilà, qui fait que on peut vivre en communauté. Ces trois notions qui sont issues de la théorie libérale de la citoyenneté, ces trois conditions, les auteurs de Zoopolis ne les remettent pas en cause. Simplement, ils formulent le jugement selon lequel cette conception est beaucoup trop intellectualiste. Notamment, participer à l'élaboration des lois, c'est pas seulement voter, c'est être capable de comprendre l'ensemble des enjeux qui s'attachent à tel ou tel programme politique. C'est donc évidemment être capable de manier des concepts abstraits, d'en mesurer toutes les applications pratiques. L'inconvénient de cette conception, dite donc intellectualiste par Donaldson et Kymlicka, c'est précisément d'exclure d'abord un certain nombre d'êtres humains de l'exercice de la citoyenneté. Alors, il cite notamment le cas des enfants, des personnes handicapées, frappées de maladies graves, etc. Mais il remarque pourtant que ces personnes peuvent, avec l'aide d'autrui, avec l'aide de personnes de confiance, qui ont les compétences nécessaires pour communiquer avec elles, participer à la société dont ils sont membres. Et à partir de ce constat qui conduit à une conception élargie de la citoyenneté, eh bien, il propose de l'étendre tout simplement aux animaux. Pas à tous les animaux, aux animaux domestiques. Pourquoi ? Parce que la domestication renforce la capacité des animaux qui y sont soumis à participer et à manifester un bien subjectif. Donc à avoir une participation de nature politique. Et cela ne se retrouve pas, on le sait d'ailleurs, avec tous les animaux, mais seulement ceux qui ont pu suivre un processus de domestication. À partir de là, Donaldson et Kymlicka vont appliquer les trois conceptions. Bon, les animaux domestiques ont effectivement un bien subjectif, ils ont leurs propres désirs, ils ont aussi leurs propres objectifs qu'ils essaient de poursuivre, malgré ou grâce aux êtres humains qui les ont accueillis. Et puis, par ailleurs, ils respectent des normes sociales, à la fois des normes sociales spécifiques, propres à leur espèce, mais aussi des normes sociales interspécifiques, et c'est ce que justement Donaldson et Kymlicka leur fournissent des exemples qu'évidemment je vous épargne, parce que sinon on y sera encore ce soir, mais toujours est-il qu'ils peuvent donc respecter des normes sociales. Ils peuvent participer à la vie politique, et ça c'est quelque chose que nous ne voulons pas voir, mais bien évidemment ils manifestent leur mécontentement à travers toute une série d'actions, y compris à travers des actes de violence, et nous avons des exemples réguliers de ces manifestations de violence. J'ai cité là l'orque Tilikum, mais vous avez aussi des éléphants qui s'évadent de cirque. Récemment encore, un lion qui blesse gravement d'ailleurs un dompteur, etc. Ça, ce sont des manifestations
de participation à la vie politique. Ce ne sont pas des accidents, mais bien quelque chose qui est voulu, qui est pensé et qui est mis en œuvre. Alors, à partir de là, une fois qu'on a admis que la citoyenneté animale est possible, la question qui se pose est de savoir, bon, d'accord, très bien, quelles conséquences? Alors, là, l'ouvrage de Donaldson et Kymlicka nous laisse à l'état d'ébauche, pour au moins 2 raisons. D'abord parce que les conséquences de la citoyenneté animale, ça ne peut pas se décider sans les animaux. Donc, Donaldson et Kymlicka ne proposent que des pistes. Ensuite, parce que ces concepts nécessitent de descendre à un degré technique. On est ici dans le droit, dans la réglementation, et eux-mêmes ne sont pas, Kymlicka et Donaldson ne sont pas juristes. De surcroît, cette déclinaison de la citoyenneté animale se fera différemment selon les pays, en fonction de leur propre culture et de leur propre science juridique aussi. Mais enfin, ils font un certain nombre de suggestions. La représentation dans la vie politique, alors évidemment, ce sont des représentants humains. N'oubliez pas qu'il s'agit quand même de sociétés qui sont bâties, ou de statuts plutôt, qui sont bâtis dans la contemplation des relations que les animaux entretiennent avec nous. Donc nécessairement, à un moment ou à un autre, ça va passer par des représentants humains. Il y a ensuite le droit à la santé et à la sécurité, le partage de l'espace public. Donaldson et Kymlicka remarquent à quel point les chiens, par exemple, doivent être tenus en laisse. Ils ne peuvent pas rentrer dans un certain nombre de magasins, etc., etc. Aussi l'accès à la reproduction. Il n'y a pas non plus, et même si sur ce point, les 2 auteurs sont extrêmement prudents, il n'y a pas à stériliser nécessairement tous les animaux domestiques. Alors, on peut déjà remarquer que cette application de la citoyenneté, elle est déjà en germe. Je ne dirais pas en marche, mais au moins en germe. D'abord par l'utilisation que font les associations d'un certain nombre d'emprunts au droit de la famille, au droit humain de la famille. Ainsi parle-t-on pour les animaux domestiques d'adoption, de famille d'accueil, et ce qui signifie que d'ores et déjà, tout un certain nombre de gens ont sorti les animaux de la condition des biens et recours à des liens interpersonnels qui ne sont pas dans le commerce juridique, c'est-à-dire qui ne relèvent pas du droit des biens, mais du droit des personnes, à partir desquels on peut développer des notions, mais qui sont françaises, et donc évidemment qu'on ne rencontrera pas forcément dans d'autres pays, tels qu'un administrateur légal, un représentant légal, un tuteur. Tout cela, de toute façon, suppose une approche, évidemment, relationnelle d'individu à individu. Voilà un petit peu comment on peut décrire à ce stade la citoyenneté animale. Après la citoyenneté animale, nous passons à la souveraineté animale, et c'est exactement la même démarche. Donaldson et Kymlicka rappellent d'abord qu'il y a une définition classique de la souveraineté, dans laquelle la souveraineté suppose un État, une structure de commandement qui est distincte de la communauté elle-même, et cette structure de commandement va gouverner cette communauté et défendre cette communauté par des frontières, etc. Il propose d'abandonner cette conception de la souveraineté très étroite, née dans des circonstances historiques qui sont celles de la colonisation, et propose de retenir au contraire une conception beaucoup plus élargie, en abandonnant l'exigence d'une structure étatique. Ainsi, il y aurait et seraient souveraines toutes les communautés humaines qui sont notamment régies par la coutume, et pas forcément munies d'un État, et pas forcément non plus munies de règles de droit très obligatoires comme les nôtres. Alors, l'application de cette souveraineté aux communautés animales, eh bien, elle résulte d'une double démonstration. D'abord,
Donaldson et Kymlicka remarquent que les animaux sauvages sont aptes à se gouverner eux-mêmes, à prendre soin d'eux-mêmes, à satisfaire leurs besoins. Et deuxièmement, qu'ils ne recherchent pas de contact avec les êtres humains, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à s'immiscer, à s'insérer dans leur propre société. Pour évidemment concrétiser un peu cette notion de souveraineté animale, Kymlicka et Donaldson recourent à des notions de droit public comme les protectorats, les territoires à souveraineté spéciale, et là encore, une représentation par des mandataires humains. Alors, il y a quand même des spécificités. Il y a des spécificités même considérables, sur lesquelles que les auteurs évoquent, mais sans non plus en donner un régime précis. D'abord parce qu'il y a très fréquemment, même ça doit être la règle, les territoires sont partagés entre différentes communautés animales. Il faudra donc parler de communautés animales imbriquées, de souveraineté imbriquée. De surcroît, toutes ces communautés n'ont pas forcément un territoire qui est délimité étroitement et sur lequel on pourrait tracer des frontières sur une carte. Pensez aux communautés de poissons, aux communautés d'oiseaux, aux oiseaux migrateurs. Donc c'est la raison pour laquelle il faudra, plus exactement, bâtir une souveraineté qui pourra prendre différentes formes. Ou bien un système de frontières, ça peut se concevoir, ou bien des corridors, d'ailleurs quand je dis où, ça peut être et où, qui viendront faciliter notamment les migrations, et puis organiser l'usage commun de territoires. Mais là encore, ce ne sont pas les humains qui font ça, et c'est la raison pour laquelle Donaldson et Kymlicka s'arrêtent là. C'est à la fois les humains, mais c'est aussi les animaux, et la façon dont ils vont réagir quand nous allons cesser de les exploiter. Je passe sur les exemples que donnent Donaldson et Kymlicka, quand même pour expliquer que, bien entendu, il ne pourra pas y avoir de frontières strictes, qu'il y aura toujours des incursions d'êtres humains dans les territoires animaux, et d'animaux dans les villes, ou ne serait-ce que par l'immigration, ou dans des territoires qui ne relèvent pas de leur souveraineté. C'est logique et c'est assez inévitable. Il reste la résidentialité animale. Alors, la résidentialité animale, les animaux liminaires, on les a définis tout à l'heure. Là aussi, Donaldson et Kymlicka remarquent que ces animaux sont confrontés à des dynamiques d'exclusion et d'occultation tout à fait semblables à celles qui affectent les résidents humains. Travailleurs immigrés, migrants. On leur demande la plupart du temps de choisir, d'être soit citoyens, et donc de s'assimiler, soit d'être des étrangers. Et le cas échéant, d'en déduire qu'ils peuvent être évidemment expulsés. Même chose pour les animaux liminaires. On ne les tolère pas dans les territoires considérés comme humains. Donc soit ils sont domestiqués, soit ils sont expulsés, ça c'est au mieux, ou alors abattus. À partir de là, le statut de résident qu'il propose doit mettre fin à ces abus. C'est évidemment un statut moins contraignant que celui de citoyen, puisque ces animaux, d'une part, n'ont pas besoin de nous, et d'une certaine manière, simplement, ils partagent des territoires avec nous. Donc moins de droits, moins d'obligations. Mais les conséquences de ce statut que Zoopolis ébauche, mais ne délimite pas totalement, les conséquences de ce statut permettraient de prendre en considération les intérêts des animaux liminaires, à la fois dans la façon dont nous concevons nos villes, dans la réglementation de nos activités, nous le faisons bien pour les humains, nous pourrions aussi le faire pour les animaux liminaires, qui sont donc à tout le moins nos voisins. Et bien entendu, c'est même le premier objectif, il aurait fallu le placer en premier, assurer à ces animaux une sécurité de résidence, alors que pour l'instant, ils ne sont que tolérés, et qu'à partir du moment où ils provoquent une gêne, fût-elle minime, ils seront expulsés ou carrément, pour employer le langage réglementaire du droit français, détruits, puisque c'est le terme que l'on emploie. Ajoutons, pour finir, que ces catégories sont évolutives. Et c'est pour ça d'ailleurs que aussi Donaldson et Kymlicka ne s'engagent pas plus loin.
Les catégories en question sont évolutives parce que nous ne savons pas comment les animaux vont réagir à la mise en place de tels dispositifs. Vont-ils poursuivre, continuer par exemple pour les animaux domestiques à continuer de nous fréquenter? De quelle manière? Dans des refuges? Dans des sanctuaires extrêmement importants? Cohabiteront-ils aussi avec les animaux sauvages qui peuvent se retrouver dans ces mêmes sanctuaires? Tout cela, toutes ces questions-là sont posées. Et donc ces catégories vont nécessairement évoluer. Peut-être que certaines de ces catégories disparaîtront. Peut-être que les animaux liminaires deviendront des animaux domestiques ou l'inverse. Il est absolument impossible de le savoir et de surcroît, il peut y avoir évidemment des catégories intermédiaires. Voilà en tout cas les perspectives qu'ouvre cet ouvrage qui est vraiment très original. Et il faut reconnaître que s'il a été écrit, c'est aussi pour sortir un peu le mouvement animaliste de l'impasse dans lequel il se trouve aujourd'hui, à savoir qu'il n'a pas réussi à enrayer l'effondrement des populations sauvages, il n'a pas réussi non plus à faire admettre les animaux liminaires comme nos voisins, pour le moment en tout cas, et de surcroît, en ce qui concerne les animaux domestiques, ceux-ci, vous le savez, je l'ai rappelé ce matin, sont livrés selon leur situation à des pratiques qui sont parfaitement condamnables dans bien des cas, alors que d'autres animaux, au contraire, vont bénéficier d'un foyer beaucoup plus accueillant. Donc, il est vrai que, de ce point de vue-là, le mouvement animaliste n'a pas pour l'instant en tout cas réussi à surmonter ces situations que Donaldson et Kymlicka qualifient d'échec. L'une des raisons, outre évidemment des raisons politiques évidentes, et la lettre lue ce matin par le sénateur de Cessart en donnait un bon exemple, je n'y reviendrai pas. Outre des raisons politiques évidentes, des raisons de nature économique aussi, il y a le fait que proposer la disparition des animaux domestiques, la séparation d'avec les animaux sauvages, ça n'est pas extrêmement emballant. Et les auteurs espèrent que l'établissement de nouvelles relations plus justes et plus équitables entre les animaux et nous le sera bien davantage. Voilà.